Patrimoine. C'est maintenant l'heure de passer à Meir Benamram. Bonsoir Meir, Bonsoir Bernard. comment allez-vous? Très bien. Ok, c'est une bonne nouvelle. On est ravis de vous avoir, c'est la première fois qu'on vous a avec nous. Et je vais me permettre de vous présenter en quelques mots avant de commencer à vous interviewer. Vous êtes diplômé de la Sorbonne en finance de marché, vous avez longtemps travaillé dans le segment des small et mid cap et de l'analyse pour récemment rejoindre la société Sunny AM et prendre en main la responsabilité de la gestion action et tout particulièrement la gestion du fonds action Sunny Manager et surtout, ou en plus, lancer un nouveau fonds Sunny Recovery. Commençons, si vous le voulez bien, par parler de votre style de gestion. Vous m'avez dit que vous avez une approche private equity. Pourriez-vous nous expliquer en quoi cela consiste-t-il? En fait, c'est une approche plutôt industrielle, mais dans le private equity, on a cette même approche. L'idée, c'est d'essayer de déterminer où est la valeur dans une entreprise. Et ça, c'est en soi fondamental. Je vais donner un exemple, par exemple, Suez, végété autour des 12 euros, et quand Veolia a décidé de s'y intéresser, ils ont fait un premier prix, ils ont fait une première proposition de rachat à 16 euros, puis à 18 euros. Donc, en fait, Veolia a identifié où était la valeur chez Suez. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaie de faire dans notre approche, avec à la fois une analyse fondamentale poussée. Donc, on va analyser les bilans des entreprises. On va évidemment auditer la qualité des managements. On va essayer de déterminer la pertinence de la stratégie et aussi de positionnement concurrentiel. Mais ce qui est extrêmement important chez nous, quand on fait cette analyse-là, que beaucoup de fonds réalisent aussi, c'est d'essayer d'identifier à chaque fois où est la valeur pour essayer de comprendre ce que pourrait payer un industriel qui pourrait s'intéresser 2 mois à acquérir cette boîte-là. Très bien. Et vos deux fonds sont européens. Sunny Manager est concentré sur les petites et moyennes valeurs. Qu'en est-il de Sunny Recovery? Alors, Sunny Recovery, il s'intéresse à des sociétés en retournement, en fait. Donc, en général, c'est des titres qui sont souvent décotés ou oubliés et qui ont connu des difficultés opérationnelles, notamment éventuellement un management défectueux. Alors ça, on a connu ça récemment, notamment sur Unibail, parce que ça a été assez médiatisé avec une erreur a priori sur le rachat de Westin et aussi une pratique de communication, notamment sur l'augmentation de capital. Et ça a engendré, comme vous l'avez vu, en fait, une forte dépréciation du cours de bourse. Donc, c'est soit des difficultés liées au management, soit éventuellement des endettements élevés, mais c'est aussi lié à des dégradations conjoncturelles. Un exemple tout simple, quand les matières premières baissent, en général, les valeurs énergétiques, pétrolières ou les minières sont affectées. Et à l'inverse, les sociétés de transformation, les équipementiers et autres, profitent de cette baisse des matières premières-là. Donc souvent, il y a soit des opportunités qui sont liées à des déficiences de management ou des endettements élevés, ou soit liées à des rotations sectorielles, c'est-à-dire à la macroéconomie, qui font qu'il y a des intérêts sur ces sociétés-là, et c'est à ce moment-là que nous, on s'y intéresse. Alors, comment est-ce qu'on détecte vraiment un intérêt? Parce que, bon, reprenons votre exemple d'Unibail. D'abord, Unibail, la valeur, elle commence à baisser très fortement du fait de la pandémie. C'est-à-dire que l'histoire américaine, elle commençait à être avalée. OK, la valeur baissait un peu, 150, 140, 135, mais on voyait que les choses se stabilisaient. La pandémie arrive, donc là, les centres commerciaux ferment, donc le marché a peur pour les recettes et la valeur baisse. Derrière, une augmentation de capital mal expliquée, mal comprise, OK, donc la valeur rebaisse encore. Ensuite, une fronde menée par le très médiatique Niel et l'ancien PDG. Et là, on voit que la valeur remonte très fortement. Je ne veux pas dire de bêtises, mais elle a dû remonter de 30 à 60 ou de 30 à 65 très, très vite. C'est ça la recovery? C'est juste ça? Pas du tout. Pas du tout. En fait, je cite l'exemple d'Unibail où je dis, alors vous précisez qu'Unibail, la baisse du cours d'Unibail, elle est liée au Covid. Bah, forcément, le Covid est un catalyseur, c'est certain, et c'est quelque chose de quasiment catastrophique pour les centres commerciaux, on comprend bien. Mais ce que je dis, c'est que Unibail a baissé plus que Klépierre ou que d'autres foncières de centres commerciaux parce qu'en fait, ils ont racheté à un moment donné un gros groupe qui s'appelle Westin, notamment basé aux États-Unis, à un prix élevé et qui ne correspondait pas à la stratégie du groupe. Et ensuite, la société a mal communiqué sur des sujets de dette et ça a aggravé, on va dire, la détérioration du cours de bourse. Donc, moi, à mon sens, je cite un exemple en disant
des déficiences managériales qui engendrent un désintérêt sur ces sociétés-là. Mais pour moi, Unibail n'est pas une histoire de recovery. Parce que quand on investit dans une recovery, on investit sur une amélioration des fondamentaux. Là, en l'occurrence, chez Unibail, on n'a aucun indicateur d'amélioration des fondamentaux. Au contraire, on est encore sur une dégradation des fondamentaux parce qu'ils sont obligés de fermer leurs centres commerciaux, donc moins de fréquentation, et on a probablement une dépréciation de la valeur d'actifs à venir dans les années à venir. Donc, nous, c'est quoi quand on fait de la recovery? C'est quoi quand on fait du retournement? C'est quand on identifie un facteur, un indicateur qui laisse à penser que la société a fait un travail spécifique qui va permettre de manière mécanique une amélioration des résultats. On va citer un exemple. Une boîte que beaucoup de gens connaissent, showroom privé. Alors, vous connaissez vente privée, d'autres vont connaître showroom privé. Showroom privé a souffert de difficultés, on va dire, intrinsèques en 2018 et par le passé. Et ils ont opéré une restructuration lourde en 2019. Et quand en général, on opère une restructuration lourde, on va se focaliser sur nos points forts. Donc, on va se concentrer sur nos points forts et on va essayer de ressortir nos points faibles. Donc, ils ont fait tout un travail spécifique de restructuration du bilan, malheureusement un peu de licenciement, mais surtout, ils sont focalisés sur l'amélioration organique des marges. Et on se rend compte en 2020, indépendamment d'éléments plutôt favorables macroéconomiques, à savoir le Covid qui est un catalyste pour la vente en ligne, mais indépendamment de ça, on a compris que ce travail allait engendrer une amélioration linéaire des résultats. Et c'est ce qui s'est passé. Showroom a upgradé à 2 reprises ses résultats durant l'année 2020 du fait de ce travail de restructuration qui a été mis en place par le passé. Donc nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est d'identifier un sujet, c'est-à-dire une détérioration qui engendre un déclic et donc un travail spécifique de la part du management en place ou d'un nouveau management qui fait que les résultats sont censés s'améliorer de manière mécanique. Et si en plus, on a une thématique externe, notamment le Covid, qui va profiter à des valeurs liées au digital, c'est le cas de showroom, et ben ça va permettre d'accélérer ce phénomène de restructuration. Et en général, la bourse aime bien aussi investir sur les thématiques qui marchent bien. Donc, quand d'un côté, vous avez à la fois la restructuration bilancielle accompagnée du dynamique de marché, et ben ça engendre des hausses assez spectaculaires, puisque Showroom, en fait, sur 2020, a quasiment a été multiplié plus de 3 fois par rapport à ses bas constatés. D'accord. Alors, je vais revenir sur Unibail pour toujours continuer dans cette histoire. Ça veut dire que pour que ça devienne une recovery, il faudrait que maintenant, donc vous avez parlé qu'un point, c'était le management, donc le management a changé. Donc, il faudrait que maintenant, le management montre qu'il est à la hauteur de la tâche qu'il attend, qui, par exemple, trouve une solution pour Wessing, que ce soit de s'en séparer, de vendre, de le réaffecter, de le restructurer et de faire les choses comme ça. Et qu'ensuite, le Covid nous fiche la paix et que les centres commerciaux puissent reprendre leur dynamique. Et là, on aurait quelque chose qui pourrait ressembler à ce que vous appelez la recovery. Potentiellement, on va dire, on a déjà un indicateur qui est pas mal. C'est qu'effectivement, Léon Bressler, que vous avez connu, qui a été en fait aux manettes d'Unibail par le passé, qui a eu un parcours assez extraordinaire, le fait qu'il soit président du conseil d'administration, c'est quelque chose de positif. Et en fin de compte, on a mis un opérationnel connu à la tête de la boîte. Donc déjà, au niveau management, on a effectivement les bonnes personnes pour essayer de resserrer les boulons. Ensuite effectivement, il faut qu'il y ait quand même des éléments qui laissent à penser que la situation opérationnelle et donc économique risque de s'améliorer. Et là-dessus, pour le moment, on reste plutôt réticent et prudent. Donc, typiquement, ce que j'essaye de dire, c'est que je citais un exemple sur des dossiers dans lesquels il y a un désintérêt de marché. Et très souvent, ce qui se passe, c'est quand les dossiers baissent, quand les cours de bourse baissent, il y a un désintérêt à la fois des investisseurs dits institutionnels et aussi des analystes. Et donc, ça crée un désintérêt et c'est à ce moment-là qu'on s'y intéresse. Maintenant, on peut effectivement échanger sur Unibail, mais j'ai peur de penser que ce n'est pas le meilleur exemple de recovery que je pourrais citer en fait. Pour l'instant, si j'ai bien compris, c'en est pas une. Ça pourrait en devenir une, mais c'en est pas une. C'en est pas une parce qu'en fin de compte, comme vous le savez, il y a quand même un tremblement de terre qui s'est opéré. C'est-à-dire que on a constaté avec le Covid une nette accélération du digital. C'est-à-dire que, et on a des gens, il y a un exemple assez surprenant, c'est pendant le Black Friday. Moi, j'étais stupéfait par les chiffres de Amazon. Amazon, en fait, sachant que le Black Friday, ça existe depuis longtemps, et le digital aux États-Unis, ça existe depuis longtemps.
Et on a vu une croissance endogène de plus de 60% d'Amazon pendant ce Black Friday 2020, sachant qu'on sait très bien que les gens étaient confinés et qu'ils avaient déjà beaucoup acheté sur Internet. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de plus en plus de gens qui maintenant sont passés au digital et donc consomment différemment. Et ça, c'est quelque chose d'assez puissant. On a vu ce qui s'était passé avec Kodak par le passé. Quand il y a des changements de consommation, ça peut être violent. Donc, je ne dis pas que c'est la fin d'Unibail parce qu'ils ont des actifs assez extraordinaires. Alors, on connaît tous le centre commercial de la Défense, mais ils ont aussi avec Westin de très beaux actifs, notamment à Beverly Hills, à Londres. Donc, ils ont des actifs plus que prime. Donc, on sait que… Mais leurs clients qui sont les retailers, qui sont les boutiques d'habillement, sont dans une situation compliquée. Et donc, comme ils sont dans une situation compliquée, ils ne seront plus en mesure d'accepter des taux d'effort aussi élevés, c'est-à-dire de payer des loyers aussi élevés. Donc, on va avoir un changement de typologie de population, c'est-à-dire de clients. On aura probablement plus, peut-être des concessionnaires auto, plus de cinéma, plus de restaurants, plus d'Apple Store, mais c'est des gens qui en général payent moins bien que les gens dans le retail. Et donc, forcément, les revenus futurs d'Unibail ne seront pas les revenus qu'on a connus par le passé. Et donc, ça fait que nous, quand on investit dans une histoire, c'est-à-dire on identifie une boîte qui est déprimée, on va la suivre pendant longtemps et on va chercher le point d'inflexion. Mais nous, quand on cherche le point d'inflexion, ce n'est pas pour acheter, pour faire un rebond, ce n'est pas pour acheter du Unibail à 30 et les revendre à 60. Après, c'est un super coup boursier et on en sera tous heureux. Nous, c'est pour acheter ce point bas-là et espérer que repartir vers un cycle plutôt haussier de l'ordre de 5 à 10 ans. Rappelez-vous Citigroup en 2009. Citigroup en 2009, ça valait moins de 1 dollar. Après, il y a eu un split, ça a été multiplié par 10 en 2011. Ça vaut actuellement plus de 60 dollars. Donc, nous, c'est ce qu'on essaie d'identifier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un des intérêts. On ne veut plus les bancaires aux États-Unis parce que la crise financière, ça nous fait très peur. Mais on ne peut pas continuer à vivre sans les bancaires. Donc, on décide de s'y intéresser sérieusement à Citigroup. Et après, quand on a fait notre travail, notre due diligence, on est poussé par des choses assez puissantes qui font qu'on achète à 1, c'est-à-dire 10, parce qu'il y a eu un regroupement, et ensuite on garde jusqu'à 60. Donc quand on fait x6, on est plutôt content. D'accord. Alors, vous vous positionnez sur une valeur une fois que vous êtes sûr de son redémarrage, et en conséquence, quand les chiffres démontrent que le redémarrage va se passer, ou vous prenez un pari et vous vous dites qu'avec ce qui a été fait par l'entreprise, elle ne peut que redémarrer, même si cela prend un peu de temps. J'imagine que le risque n'est pas le même et que le prix auquel on rentre n'est pas le même non plus. En fait, votre question est extrêmement pertinente parce que Merci. je pense que même les intervenants ici doivent rire parce qu'ils ont l'habitude aussi d'investir dans les marchés. C'est la vraie bonne question. Est-ce qu'on investit par anticipation? C'est-à-dire que est-ce qu'on achète de l'ArcelorMittal parce qu'on constate que les prix des métaux sont en train d'augmenter et que même si les publications à venir ne sont pas bonnes, on va anticiper l'amélioration future et c'est à ce moment-là où on augmente notre risque, notre plus-value potentielle, ou est-ce qu'on achète de l'ArcelorMittal au moment où Arcelor nous annonce que ses résultats sont meilleurs et le titre a déjà monté de 50%. Objectivement, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on attend quand même des signaux d'amélioration sensibles, tangibles et sérieux. Et ce qu'il y a, c'est que souvent dans les dossiers sur lesquels il y a un désintérêt, alors je suis en train de penser à Technicolor par exemple, mais il y en aura d'autres, il y a une période de flottement qui fait qu'on a cette capacité d'investir avant même que le marché se rende compte que ça aille mieux, ça va mieux. Donc, on comprend tout à fait ce que vous dites et vous avez raison. Et ça, on peut le faire de manière spécifique, mais à petite dose. C'est-à-dire, je donne un autre exemple, le cas d'Air France. Air France, c'est un cas un peu particulier et je pense que c'est une société dont personne ne va vouloir avoir un portefeuille à date du jour. Et il est vrai que quand on va constater que ça va aller mieux sur Air France, il est probable que le cours de bourse d'Air France ne vaudra pas 3 ou 4 euros, mais peut-être 7 ou 8 euros. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Donc, là-dessus, ce qu'on fera, c'est éventuellement une veille où on mettra éventuellement un quart, 0,25 voire 0,5% du portefeuille sur la valeur, mais on n'ira pas sur Air France tant qu'on ne verra pas une amélioration sensible et significative des fondamentaux. Et donc, ça va être des petites louches, mais on va plutôt se focaliser sur des boîtes dans lesquelles il y a eu destruction de richesse de valeur, phénomène qui nous rassure parce qu'augmentation de capital ou changement managérial, ou on va dire des éléments tangibles qui montrent que les chiffres sont en train de s'améliorer. Et c'est là où on préfère agir et investir de manière sensible. Je vais vous interrompre une minute et on va profiter de David Calson, fond de Sanso, qui est là, pour lui poser justement cette question de l'anticipation. Remettez votre micro, David. Merci. Alors, justement, comment vous réagissez à ce que vient de dire Meir sur cette anticipation? Vous, dans votre style de gestion,
vous y allez avant, donc c'est le moment d'aller sur Arcelor et Air France, ou vous attendez de voir pour y aller? Non, nous, sur ce genre de dossier, on a besoin d'avoir en vue un début de mouvement, un catalyseur. On a beaucoup trop peur de ce qu'on appelle des pièges à valorisation, hein, voilà, les value traps. Et on a besoin de voir des signes de vie. Voilà. On a besoin de voir à l'horizon quelque chose. Alors, comment on guette ça, nous? On aime bien regarder le consensus des analystes, l'ensemble des analyses, pas se fier à une seule analyse, parce que même la nôtre, on peut se tromper. Et dans des dossiers comme ça, on aime bien regarder pour voir si on commence à voir un frémissement dans cette moyenne de consensus. On ne veut pas, bien entendu, que tout le monde soit très positif sur la valeur, parce que là, effectivement, il y a plus grand-chose à faire. Mais on a besoin que, dans l'ensemble, il y a au moins quelques personnes qui commencent à s'interroger en se disant: «Tiens, il y a peut-être quelque chose qui a changé, il y a peut-être quelque chose qui bouge». Voilà. Merci de cette intervention. On revient à vous, Meir. Donc, je pense que vous, Meir, en tant que gérant de Recovery, vous y allez plus tôt. En fait, alors, l'exemple d'Air France est un exemple juste pour choquer, pour surprendre un peu, sachant que Air France n'est pas un dossier qui fait partie des sociétés qu'on travaille actuellement, même s'il y a des éléments qui nous surprennent et qui nous interpellent. De manière générale, alors, donc nous on ne s'intéresse pas forcément au consensus, même si on le respecte, puisqu'en fin de compte, on ne lit pas les analyses financières, on analyse directement les entreprises. Et après, on essaie d'interroger les clients, les concurrents. On fait toute une due diligence spécifique et on se fait un avis vraiment propre pour ne pas être biaisé par l'environnement externe. Mais je comprends tout à fait ce que dit David Calfon et je respecte son approche. Maintenant, ce qu'on essaye de voir, c'est de considérer que tout le travail a été mis en place, c'est-à-dire que tout le travail compliqué est derrière nous et maintenant, c'est à la société de délivrer. Et donc, quand on constate ces éléments-là, sachant qu'on considère qu'il n'y a plus forcément de risque bilanciel, on s'y intéresse en général avec 6 mois d'avance sur le marché. Et après, on pourra éventuellement procéder un peu comme ce que fait David, c'est-à-dire qu'on va pondérer de manière raisonnable l'entreprise. Et si on va sentir que le marché adopte notre thématique, c'est-à-dire que si le marché adhère à ce qu'on a compris, là, on va probablement en renforcer notre position pour se dire que voilà, maintenant, on va avoir soit le marché soit le vent dans le dos, soit des gens qui vont nous suivre. Et donc notre risque, alors on va dire, notre niveau de risque est un peu mieux maîtrisé. Mais c'est vrai qu'on aime bien démarrer un petit peu en amont avant que tout le monde s'intéresse aux boîtes. Alors, sur la recovery, si j'ai bien compris et en écoutant ce que vous dites, je pense un peu à un chasseur ou à un chineur de brocante qui cherche patiemment et qui à un moment trouve. Et vraiment, voilà, j'ai quelques-uns de mes amis qui font ça et des fois ils trouvent des choses extraordinaires que personne n'a vues et même des fois dans des endroits où soi-disant l'objet il aurait dû déjà être vu par 10 personnes, 20 personnes, et ben non, c'est un objet qui a échappé aux yeux des autres. Le chasseur, il peut avoir le même comportement, il est patient, il va attendre et il va faire. Et vous, j'ai l'impression qu'avec la recovery, c'est un peu la même chose. Vous cherchez, vous êtes patient, puis vous trouvez un élément, et un deuxième élément, et un troisième élément, et un début de frémissement, et vous faites ça. La question que je me pose, c'est prendre un fonds de recovery, c'est-à-dire mettre plusieurs dossiers là-dedans. Est-ce qu'on ne va pas avoir ce qu'on a toujours avec un fonds, petit à petit arriver à une moyenne et donc on peut diluer cet effet recovery, comme vous parliez de Citigroup, voilà, $1, $60. Alors même rentrer un peu tard, enfin $5, $60 ou $10, $60, il y a du gras. Mais est-ce que tout ça ne va pas être dilué avec ces plus petites pondérations, avec automatiquement des erreurs, hein, on ne peut pas tout le temps avoir raison, et des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment adapté à un fonds ou est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait plutôt se faire de manière un peu unique? Déjà, alors, moi, ce que je pense, c'est que dans les marchés financiers, des opportunités, il y en a tout le temps. Et il y en a tout le temps eu et il y en aura tout le temps. Et le sujet de la recovery, en fait, pour moi, d'ailleurs, ce n'est pas une thématique, c'est intrinsèque à la vie des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises subissent des cycles haussiers ou baissiers et subissent éventuellement des difficultés de management ou de mauvais choix, etc. Donc, ça fait que dans notre manière de travailler, il y aura toujours des opportunités des sociétés dites en recovery. Ensuite, ce qui est intéressant pour nous, c'est nous, ce qui nous saute aux yeux, c'est qu'on va essayer de s'intéresser à une société
dont on pense que le potentiel à date du jour est au moins supérieur à 50%, donc le potentiel d'appréciation est d'au moins 50% par rapport au potentiel qu'on a constaté à date du jour. Mais ce n'est pas une approche relative, c'est-à-dire qu'on ne va pas acheter une boîte, une bancaire, parce qu'elle est décotée de 30% par rapport à BNP. Ça, c'est relatif, ça ne nous intéresse pas. On va avoir une approche absolue, c'est-à-dire qu'on va se dire, est-ce que cette boîte-là, on est très proche du dur, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas décoté par rapport au niveau des fonds propres, c'est-à-dire on va avoir une approche plutôt value décote, ça c'est sûr, mais alors pour reprendre l'expression de David Calfon, on ne veut pas faire de value trap. Et donc pour ne pas faire de value trap, en fait, il faut avoir des catalystes. Parce que si tu n'as pas de catalyste, tu meurs avec ta boîte et il ne va jamais rien se passer. Et pour qu'il y ait des catalystes, en fait, il faut que le marché vous suive. Et ça dépend, comme on l'a dit, de rotation ou d'éléments, de déclencheurs spécifiques. Typiquement, une valeur pour laquelle la liquidité est abondante, c'est un plus. Parce qu'en général, et on l'a vu avec la bourse, vous avez vu ce qui s'est passé récemment pendant 2020. Ceux qui ont fait les meilleures performances, ça a été les plus gros initiés en 2020, ça a été les particuliers. Ils se sont enrichis et on a vu en fait qu'ils sont d'ailleurs très présents à la fois en France, en Australie, en Chine et aux États-Unis avec Robinhood. Maintenant, donc, ces boîtes-là pour lesquelles il y a un flottant assez élevé, quand il y a des catalystes, ils sont repérés par les particuliers qui créent une certaine liquidité et qui créent des effets plus ou moins vertueux. Donc en fait, comment vous dire, je me perds un peu, mais ce que j'essaie de vous signifier, c'est que cette thématique-là, elle ne va pas créer, on va dire, d'endormissement. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver avec un fonds diversifié, avec plusieurs boîtes dans lesquelles il ne va pas se passer grand-chose. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque d'avoir éventuellement une ou deux valeurs pour lesquelles on risque d'avoir une grosse déception, mais il est fort probable que les autres contributeurs, avec un potentiel de rebond assez significatif, viennent au contraire diluer ces deux sous-performeurs qu'on risque d'avoir en portefeuille. Alors, une dernière question avant qu'on rende l'antenne. Vous avez parlé d'endormissement. Quand un gérant de recovery, quand il possède une valeur ou après avoir vérifié de son point de vue, tout est prêt pour que la valeur redémarre parce que le management est là, parce que tout est là, et que malgré tout ça, la valeur ne redémarre pas. La stratégie, c'est quoi? C'est à un moment, on lâche le dossier ou c'est de dire non, c'est pas grave, on garde, on stocke. Ça peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais tout est là et ça doit repartir. Pour le coup, en fait, nous, on n'est pas des ayatollahs on va dire qu'on respecte les marchés financiers. C'est-à-dire que si ça ne veut pas monter, c'est que potentiellement qu'on a tort ou que le marché n'en veut pas. Et si c'est le cas, on ne va pas garder 1 an ou 2 ans ou 3 ans. On va effectivement probablement se désengager de l'entreprise parce qu'on va essayer de comprendre pourquoi on s'est trompé. Parce que l'idée, c'est quand même, quand on investit dans une boîte en retournement, on espère que l'intérêt de marché se fait au moins dans les 6 mois qui suivent. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on risque de retrouver un peu comme ce qu'ont fait les gérants value avec les bancaires, c'est-à-dire moins 70% de sous-performance en 5 ans, et c'est ce qu'on aimerait éviter en fait. D'accord. Eh bien, Meir, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau et de voir un petit peu tous ces exemples, toutes ces sociétés rapidement dit. Donc, Unibail qui n'a pas les caractéristiques d'une recovery, Technicolor qui semble en avoir, Air France qui est un dossier de provocation. Voilà, on reparlera de tous ces dossiers et on verra tout ça ensemble. Merci beaucoup, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très bientôt. La French Radio, Portugal.